Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de la section Aviv de la Viso, la section des femmes actives, battantes et qui se réalisent également professionnellement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez Lise, avec l'approche des vacances d'été, j'ai eu envie de faire le bilan de cette année. Alors oui, c'est inhabituel. En général, c'est un exercice auquel les gens se livrent plutôt en décembre. C'est vrai. Mais voilà, je crois que je vis aussi un peu au rythme des enfants. Bon, ce sera un autre sujet pour une autre émission. Oui. Mais plus sérieusement, je me disais que collectivement, on avait quand même passé une drôle d'année 2023-2024. En ce qui me concerne, j'ai l'impression d'avoir passé l'année dans une sorte de lave-linge géant. Et je me demande combien de temps nous allons ressentir les ondes sismiques du 7 octobre. Alors bien sûr, le choc n'est pas le même que le 8 octobre au matin, mais tout de même, j'ai le sentiment que quelque chose s'est imprimé et que je ne suis plus tout à fait la même qu'en septembre 2023. Et vous n'êtes pas la seule. Alors, un froid, comment surmontons-nous le choc du 7 octobre et quelles sont, Maya Termination, les clés pour se relever ? Alors moi, je ne suis pas une experte et je suis toujours en train de digérer et de réfléchir à cette question. Et avant de donner la parole à notre invitée qui a beaucoup travaillé sur la question, j'ai envie de citer quelques mots de Delphine Erviller qui d'ailleurs a préfacé votre livre, j'y viendrai. Elle parle de l'humour comme une des ressources pour surmonter les traumatismes. Alors j'ai envie de vous lire comment elle explique ça. Elle dit « Je crois en l'humour comme une arme puissante de reconstruction. Quand on n'a plus rien pour combattre, il nous reste les mots d'esprit, la capacité de faire dire au monde autre chose, ce qui est le propre de l'humour juif. C'est un véritable outil de résilience. Contrairement à ce que son nom indique, la résilience ne consiste pas à revenir à ce que nous étions jadis. C'est la conscience qu'on ne redeviendra plus ce qu'on était, mais que l'on va réussir à se relever et à continuer notre route avec tout ce qui est cabossé en nous. Romain Gary disait que l'humour, c'est une supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Voilà, ça, ce sont les mots de Delphine Erviller. Alors, comment se reconstruire après un traumatisme ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question qui est au cœur du travail de Noémie Silberg que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Noémie. Bonjour Lise, bonjour Maya. Bonjour. Alors Noémie, vous êtes avocate et puis vous êtes devenue auteure et entrepreneur après avoir perdu votre mari. Alors de cette expérience du deuil, vous tirez un ouvrage intime intitulé « Vivre après Marc », publié en 2023 aux éditions Hermann et préfacé du coup par Delphine Erviller. Alors, du coup Noémie, vous vous retrouvez veuve à 39 ans avec 2 enfants en bas âge. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Oui, mon mari est tombé malade l'année précédente. Tout ça a duré 1 an et c'est allé très vite. Et je savais, contrairement à lui d'ailleurs, qu'il était condamné. Et la veille de sa mort, j'ai eu besoin d'écrire et de me libérer de tout ce qui encombrait mon esprit et de toute ma souffrance. Et c'est venu vraiment, ça s'est imposé à moi. Et j'ai commencé à écrire tout ce qui nous était arrivé. Et puis j'ai aussi raconté toute notre histoire d'amour. Au départ, c'était vraiment cathartique. Je me suis dit aussi que ça servirait pour mes enfants. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que ça pouvait intéresser d'autres personnes qui étaient un peu extérieures à mon cercle très proche. Et j'ai eu envie de le publier. Ce livre a bien marché, il est donc sorti il y a 1 an et demi, il a été publié il y a 1 an et demi, et j'en ai assuré la promotion, et les retours que j'ai eus m'ont beaucoup surpris, puisque les gens, le message du livre, finalement, c'était de dire qu'on peut être heureux même quand on a vécu un drame. Et ça semblait incroyable. Et les gens m'écrivaient en me disant « Vous nous donnez de l'espoir, ça montre qu'on n'est pas seul, merci, ça fait du bien ». Et j'ai eu envie de répondre à toutes ces personnes que je n'étais pas la seule à aller bien après avoir vécu un drame. Et je me suis dit, mais il faut que j'interviewe toutes ces personnes inspirantes qui sont connues ou moins connues et qui peuvent, elles aussi, confier leurs ressources, les ressources qui les ont aidées à rebondir après une épreuve. Puisque moi, j'avais travaillé sur mes ressources avec une psychologue en EMDR. Ça m'avait beaucoup apporté. Et donc,
j'ai eu envie de partager au plus grand nombre ces ressources-là. Donc j'invite, dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Ressources au pluriel et qu'on trouve sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, des personnes à me raconter l'épreuve de vie qu'ils ont traversée et surtout à venir livrer confier comme dans une grande boîte à outils imaginaire les ressources qui ont été les leurs. Et donc chacun peut piocher celles qui leur parlent le plus. Il y a des ressources communes, beaucoup. Il y a beaucoup de ressources communes. Évidemment, il y a l'entourage, ça c'est une certitude. Étonnamment, les psys viennent moins comme ressources. Et puis, beaucoup de mes invités, j'ai eu, 36 ou 37 interviews jusque-là, je crois qu'il y a un tiers qui ont écrit. Alors, il y a des gens connus, hein, évidemment, mais c'est quand même, pour moi en tout cas, ça a été la meilleure thérapie du monde. Et je pense qu'on peut... Enfin, j'invite toute personne qui a envie d'écrire à le faire, à oser le faire, puisque on n'a pas besoin de savoir écrire pour écrire, on n'est pas obligé d'écrire pour publier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui permet de faire un pas de côté, comme me l'a dit Perla Servan-Schreiber, justement, dans une interview, et de mettre en fait une distance avec ce qui nous est arrivé. En tout cas, moi, ça m'a vraiment été d'une aide extraordinaire. Alors, on a l'impression, quand on lit votre témoignage, justement, que c'est l'écriture qui vous a aidé à vivre après votre mari. Et vous faites partie, donc, de cette catégorie. Tout à fait. Vraiment, que ce soit le travail que j'ai fait en EMDR, mais surtout Rappelez-nous en quoi. Le MDR, c'est des lettres qui signifient Eyes Movement. En fait, le MDR permet de digérer des traumatismes qui n'ont pas été digérés par des mouvements oculaires. Voilà, tout simplement. Donc, c'est assez efficace puisqu'en quelques séances seulement, on peut apprendre à vivre, c'est ce que vous disiez quand vous citiez Delphine Orviller, avec son drame, à cohabiter en fait avec son drame, c'est quand un événement n'a pas été digéré. Alors donc, vous avez identifié des ressources, vous en parlez dans votre podcast, mais vous faites aussi des conférences. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et à qui vous vous adressez dans ces conférences ? Oui, les conférences sont venues de ces podcasts finalement, puisque j'ai interviewé notamment des chefs d'entreprise qui me disaient mais c'est vraiment important, et je me suis rendu compte à quel point la résilience, la santé mentale était un sujet d'entreprise, que c'est un véritable fléau silencieux, comme ils le disent, et que ça a des répercussions au quotidien sur les collaborateurs, puisque aujourd'hui, aucun salarié ne vient travailler dans l'entreprise en laissant ses failles à la maison. Ça n'existe pas. On a des problèmes de fertilité, on a des problèmes de divorce, on a des problèmes avec les enfants, d'harcèlement, on a chacun nos propres problèmes et ils nous suivent où qu'on aille. Et donc, si on n'est pas accompagné un minimum, au moins soutenu par l'entreprise, il y a un problème. Et ça provoque des longs arrêts de travail, ça fait qu'on a une productivité moins importante. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises ont autant envie, plus ou moins, en fonction des unes ou des autres, d'aider et de soutenir, d'accompagner leurs collaborateurs au quotidien en leur montrant qu'ils sont là et qu'eux-mêmes, ces sociétés sont une ressource en mettant en place de telles initiatives pour leurs collaborateurs. Et les retours sont formidables. Alors souvent, c'est des gens évidemment qui sont concernés par une épreuve qui viennent, mais en tout cas, c'est très apprécié par les salariés dans leur entreprise. D'accord. Je pense qu'on avait eu cet échange lorsque je vous avais contacté. C'est vrai que moi, je trouve en même temps que c'est une bonne chose, et c'est vrai que ça prend tout son sens dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Après, je me suis juste posé la question de me dire, est-ce que c'est pas une grosse responsabilité pour l'entreprise, en fait, qui sort un peu de son périmètre, voilà, qui doit du coup... Parce qu'à contrario, on pourrait dire, une entreprise qui ne fait pas ce travail, est-ce que c'est une entreprise qui ne se soucie pas de ses collaborateurs, qui les laisse tomber? Enfin, je sais pas, ça m'a posé question, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça fait partie de toute façon aujourd'hui des obligations de l'entreprise de façon un peu plus large dans le cadre justement de cette responsabilité RSE dont vous parliez. Et enfin... c'est vraiment montrer qu'on se soucie du bien-être des collaborateurs, de la qualité de vie au travail. Tout ça sont des notions qui sont prégnantes aujourd'hui dans la vie d'une société. Donc, je crois que c'est une bonne initiative. Oui, je pense aussi que c'est une bonne initiative, mais c'est vrai que
je me demandais à quel point ça a changé finalement le rôle de l'entreprise. En fait, ce que je fais aussi dans le cadre de cette conférence, c'est que je fais un pont justement avec tout ce qui est mis en place par l'entreprise. D'accord. Et souvent, on a par exemple une ligne téléphonique permanente Oui. en cas de difficulté. Il y a la médecine du travail déjà. Il y a tout un tas de choses. Donc ça me permet aussi de faire le pont et Ok. de laisser ensuite la parole aux personnes, souvent des RH Oui. ou diverses inclusions, pour rappeler aux collaborateurs qu'un certain nombre de services leur sont proposés, offerts et mis à leur disposition et qui peuvent solliciter. Et d'ailleurs, dans les dernières conférences que j'ai données, il y a pas mal de questions aussi en lien avec ce que l'entreprise apporte. Et quand vous parlez d'une société, Noémie, ce sont des grosses sociétés? Oui, ce sont plutôt des grosses sociétés. Oui. Oui, qui peuvent se prévaloir d'un certain nombre de dispositifs que vous arrivez pour mettre en valeur finalement. Oui, et qui ont un ouais. budget alloué à ça, évidemment. Alors, je voulais aussi vous poser une question par rapport à la façon dont vous avez vous êtes occupé de vos enfants pendant cette période. L'Aviso, c'est une association qui aide les femmes et les enfants en Israël, donc forcément on a un angle aussi éducatif. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec les auditrices et les auditeurs comment on annonce un décès, comment on gère la peine de ces enfants lorsqu'on a soi-même de la peine? Comment vous en êtes sortis? Je savais que je ne savais pas faire, donc j'ai demandé. Et je crois que c'est une notion importante et il faut apprendre à demander. Et il ne faut pas avoir honte de demander. Et quand on demande de l'aide, ça fait aussi du bien à la personne qui aide, parce que aider les autres, ça fait du bien à soi-même. Donc il ne faut pas hésiter, quand on ne sait pas, à se référer à quelqu'un. Moi, je ne savais pas faire, donc je me suis dit, je vais demander à un sachant. Et le sachant, en plus, ça m'enlevait une responsabilité, entre guillemets, puisque c'était cette personne-là à laquelle j'allais me référer et qui faisait bien. Donc, je savais que je vous me êtes trompais tombé pas. sur des personnes de confiance. Oui, j'ai demandé à l'hôpital, dans le service de soins palliatifs dans lequel mon mari était suivi. C'est une psychologue qui n'a jamais vu mes enfants, mais à qui je parlais, à qui j'expliquais les choses et qui, au fur et à mesure, me donnait les mots et surtout m'a appris ce que j'ignorais totalement, qu'on doit dire la vérité aux enfants et ne pas leur cacher. C'est-à-dire que mentir par omission, ça favorise leur imaginaire et c'est très mauvais. Et mentir, c'est très mauvais aussi. Et puis ça... C'est intéressant ce que vous dites sur mentir par omission, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu mon sport national en ce moment avec mes enfants. Alors, sur le 7 octobre, justement, mes enfants, ils ont 4, 6 et 8 ans. Et en fait, je leur ai pas dit grand-chose. Bon, après... Je me dis qu'ils auront tout le temps... Ils n'en entendent pas parler à l'école? Non, parce que mes enfants sont dans une école publique où ça parle pas beaucoup de ça. Le 7 octobre... Heureusement. Oui, le 7 octobre, mon fils a compris qu'il y avait une guerre parce que ma sœur vit à Yafo, donc on était un peu inquiets, on l'appelait en plein milieu de la journée. Hein. Mais il croit que c'est fini, que l'histoire, elle s'est arrêtée le 7 au soir. Voilà, il y a eu une guerre, c'est la guerre. Bon, voilà. Et en fait, en vous entendant, je me dis, est-ce que je fais bien? Après, je me dis, ils auront tout le temps de connaître la vérité lorsqu'ils seront bien sûr. plus grands. Et puis, moi, je me suis déjà que moi, je suis pas très bien. Si en plus, je dois gérer les cauchemars, alors que j'ai pas forcément de réponse parce que l'histoire, elle est pas finie. Enfin, je me dis que pour un décès, au moins, voilà, l'histoire, elle est... C'est deux choses différentes, évidemment, puisque le décès, on est obligé, ils le vivent au quotidien, Oui, etc. c'est ça. La guerre, ça leur est plus Et puis, il y extérieur. a un point final, c'est pas comme les otages, Absolument. Mais je crois que ça vaut aussi pour ça. Il faut demander à des psychologues comment on parle de la guerre, comment on parle des otages. C'est ce qu'ils ont fait dans beaucoup d'écoles juives que je reçois régulièrement. Et ils ont fait appel à des psys pour avoir les mots justes vis-à-vis des jeunes. Oui, puisque sans même si on ne dit pas spontanément, on peut tout à fait se retrouver confronté à la question d'un enfant qui voit les panneaux d'affichage dans la rue, les affiches des otages, et qui demande qui ils sont. Moi, ma fille, elle a 8 ans, et elle a vu ces affiches collées. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir réagir. Et je crois que demander à des gens qui savent, c'est important. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un rapport de confiance tous les trois qui est formidable. Ils savent que je leur mens pas et que je leur dis les choses avec des mots qui conviennent à des enfants de leur âge. C'est comme ça que fantastique. j'ai fait. C'est important, hein. Oui.
Alors, quand on a échangé pour préparer l'émission, vous m'aviez dit que vous avez beaucoup de projets. Alors, vous ne pouvez pas tout raconter. Il y a certaines choses qui sont en train de se faire. Mais est-ce que vous pouvez partager un certain nombre de projets sur lesquels vous travaillez? Oui, j'écris aujourd'hui un 2e livre sur les ressources. Et en fait, c'est un petit peu comme la conférence. J'ouvre cette boîte à outils imaginaire, je la décortique pour pouvoir me servir de de mon expérience évidemment et partager les enseignements des invités que j'ai eu la chance de recevoir et de pouvoir partager leurs ressources au plus grand nombre. Donc, je travaille sur ce livre. Et j'ai aussi un projet qui est l'adaptation de mon premier livre, Vivre après Marc, en film. Voilà, c'est en cours. Avec qui, on sait? Non, pour le moment, on ne sait pas. On est au tout début du projet. D'accord. Et votre livre, est-ce que vous avez une date pour qu'on prévoie déjà de vous faire revenir? Pas encore, mais je vous le dirai, c'est promis. Très bien, écoutez, parfait. Oui, merci beaucoup de nous avoir apporté tout cela. C'est très, très important. Donc, je le rappelle, Vivre après Marc de Noémie Silberg. Merci beaucoup. Sylberg, pour nos auditrices et nos auditeurs qui, bien sûr, veulent commander votre livre. Alors, on va dire quelques mots, Maya, avant de se quitter sur la Viso. Donc, quels sont les projets de la Viso en Israël pour le second semestre? Oui, merci Lise. Alors voilà, la Viso a partagé l'année en 2 semestres avec des objectifs d'utilisation des produits de la collecte. Et pour le second semestre qui va débuter, la Viso a décidé, donc en accord avec la Viso Monde, de consacrer les bénéfices des actions auxquelles vous venez nombreuses et nombreux à aider les enfants du nord et du sud d'Israël qui ont été déplacés depuis plusieurs mois déjà et qui sont traumatisés par la guerre et par le fait d'avoir quitté leur environnement. Les équipes des crèches et des écoles de la Viso racontent qu'il y a des impacts physiques et psychologiques très importants. Ils nous ont parlé d'énurésie, de crise de panique, de difficultés à laisser les parents aller travailler. Alors du coup, la Viso a mis en place un programme spécial dans les crèches pour aider les parents à gérer ces situations. Peut-être qu'ils auront besoin aussi de vos ressources, Noémie, pourquoi pas. Et puis les assistantes maternelles aussi ont reçu une formation spéciale et sont guidées dans les soins à apporter aux enfants. Et du coup, la Viso dispense aussi à ces enfants des activités spécifiques pour renforcer leur résilience, justement, notamment autour de la zoothérapie, donc avec les animaux, et l'art-thérapie. Je sais qu'en Israël, il y a pas mal d'activités avec des chevaux, notamment dans des centres équestres. Donc voilà, la Viso va essayer de soutenir les enfants. Avec les dauphins aussi. Ah oui, voilà. Ça aide beaucoup psychologiquement les enfants à récupérer. Voilà, donc ça, ce sont les projets du second semestre pour lesquels nous travaillons déjà d'arrache-pied. Et puis, je prends peut-être quelques secondes pour préciser que tous les vendredis à 12h10, la Viso et l'Écrive se réunissent place du Trocadéro pour sensibiliser au retour des otages. Voilà, rappeler aussi qui ils sont, raconter leur histoire et pour ne pas les oublier, faire notre part du travail à notre place jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur famille. Et ça continue tout l'été? Oui, tout l'été, à 12h10, sauf s'il y a un miracle Trocadéro. Et que les otages sont libérés, bien entendu. Voilà. Ce qu'on espère toutes et tous. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Maya Termination. Merci Noémie Silberg d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, pour la suite de votre actualité sur Radio J. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup.